Alors, bienvenue à vous. Au nom du comité de la galerie Huis Clos et en tant que présidente, je tiens à remercier Béatrice Riant d'avoir accepté notre invitation à cet événement littéraire pour le finissage de l'exposition Elle. Un grand merci aux artistes présentes, Eliane Bétrison, Anne-Chantal Pitlou, Héloïse Marais et Zoé Rapa, dont vous pourrez admirer les œuvres après la présentation du roman « Ces gens-là » de Béatrice Riant. Béatrice, romancière engagée, femme passionnée et passionnante, vous expliquera la genèse de son roman, son impact actuel ainsi que les projets qui en découlent. Je tiens à souligner particulièrement son courage, qui par son écoute et au travers de sa plume sensible, met en lumière et défend la cause des victimes de ces actes ignobles. Je vous remercie de votre présence. Ce sujet est difficile, mais ô combien toujours d'actualité. Et il nous faut des combattantes comme Béatrice pour lever les tabous. Je lui laisse la parole ainsi qu'à ses invités, sans oublier qu'à la fin de cette table ronde, elle sera présente pour une séance de dédicace. Béatrice, du fond du cœur et au nom du comité, nous te remercions. Non, merci à toi. Eh bien, merci à vous d'être présents. Merci à Pierre de m'avoir invité, à son comité et à Sandra de m'avoir présenté de manière aussi gentille. Moi, je vais vous parler d'un livre qui n'est pas très festif. Hein. On est samedi, on aimerait penser à des choses joyeuses. Et puis, ma foi, la réalité, c'est que parfois, il y a des thèmes pas très joyeux qu'on se doit d'aborder. Et c'est le cas de l'inceste. Alors, peut-être la première chose que j'aimerais vous dire, c'est qu'on a toujours tendance à croire que ça ne se passe pas chez nous. C'est toujours chez l'autre que ça se passe. Et en France, on a une étude qui est sortie, qui démontre qu'en France, qui est quand même une société qui ressemble énormément à la nôtre, il y a 140 nouvelles victimes par année. Si on fait un peu le ratio avec la Suisse... 140 000. J'ai dit combien? 140. Ah, pardon, 140 000 victimes par année, nouvelles victimes. Donc, quand on sait que les enfants sont violés pendant quelques années, vous imaginez bien qu'on arrive vite à plusieurs centaines de milliers par année violés en France. Et si on fait le ratio avec la Suisse, on est environ à 18-19 000 enfants, nouvelles victimes par année. Donc, ce n'est pas du tout un phénomène isolé. Il ne faut surtout pas croire que ça ne se passe pas chez nous. Ça se passe chez nous. Et donc, peut-être pourquoi est-ce qu'on a eu cet aveuglement dans moi? En tout cas, j'étais la première à l'avoir, d'imaginer que jamais j'aurais cru que c'était possible, que ça soit aussi important comme phénomène. C'est parce que la presse, mais elle ne peut pas faire autrement, ce n'est pas du tout une critique de la presse parle de ce phénomène à l'instant T, c'est-à-dire qu'elle va parler du moment où il y a un drame qui se passe, c'est-à-dire un abus qui est découvert, ou quand il y a, si vous voulez, un procès. Mais on ne suit pas les victimes sur le long terme, on ne se rend pas compte du fracas psychologique, de la destruction psychologique qui est mise en œuvre quand il y a un abus sexuel sur un jeune enfant. Et donc, ce phénomène, ça a été un peu un phénomène rampant, comme une maladie orpheline, sur lequel on ne s'est pas vraiment penché encore. Alors, peut-être que je vais commencer par vous lire juste le début d'une histoire pour vous, pas vous mettre en condition, mais quand même pour vous sensibiliser à ce que ça peut être pour une toute petite fille. Donc, je vais vous lire le début d'une histoire qui s'appelle La femme trahie, qui est une des victimes dont j'ai raconté l'histoire et qui a réalisé la couverture. Donc, une grande artiste aussi, à mon sens. Donc, la femme trahie. De fins bandages dissimulent ses mains. Ce sont des mains blessées, vous comprenez, qu'accompagne une parole qui vacille quand elle s'approche du gouffre. Ça bouleverse de se dire. Parfois, on est mieux dans la survie que lorsqu'il faut s'affronter. C'est terrible d'avoir à faire face à soi-même. Terrible, oui, que de se confronter au mal,
mais elle ne le sait pas encore quand elle pose sur la photo à l'orphelinat. Les parents adoptifs veulent les contempler à loisir. Il faut bien les choisir et ne pas se tromper, n'est-ce pas? Elle a 6 ans, mais pas de souliers. Elle pose comme on le lui a ordonné, bien droite. Derrière une bibliothèque en contreplaqué, il y a un vieux poste de télévision, vêtu de blanc, avec un pantalon aux pieds impeccable et un petit haut qui danse. Si sérieuse déjà, derrière sa frange au carré. Elle ne sourit pas, non. Elle a le regard obscur de ceux qui en ont trop vu. Elle s'évade pour fuir les souffrances qui ricanent au loin. Le petit frère ne se tient pas à ses côtés. Il a dû s'échapper, on doit le chercher. Elle ne sait pas encore que le petit frère aime le vent plus que la terre, qu'il ne faut jamais quitter sa main. Elle ne sourit pas, voyez, elle est ailleurs et sa menotte se ferme au monde. Elle est petite, si petite, elle est le temps des jeux et des rires, le temps de la balançoire et de la peur de tomber. Juste ça, pas plus. La peur de tomber d'une balançoire qui s'envole. 6 mois plus tard, en 1972, elle entre pour la première fois dans une maison blanche, bien coquette, bien proprette. Une maison avec quelques pierres égarées sur une façade banale. Une maison à pignons sur le haut du village, un peu à l'écart peut-être, mais avec de la végétation tout autour. Des jardinières de pierre, des fleurs jaunes, des fleurs blanches, et puis des géraniums qui accueillent le visiteur à côté d'un tuyau d'arrosage sagement roulé. À l'arrière, il y a un verger, lourd de fruits gorgés de sucre. Et devant le garage, une voiture blanche, elle aussi. On aime le blanc, ici. Tout est à sa place, rien ne dépasse. Et elle n'a pas peur quand elle franchit le seuil de cette maison immaculée. Avec le petit frère, elle a conclu un pacte. Ils se sont griffés, puis ont mêlé leur sang. C'est à la vie, à la mort, toi et moi, seuls contre l'adversité. En Corée, bien serrés l'un contre l'autre dans un petit lit de fer, les mains fermement agrippées à celles de l'autre, c'est toujours à deux qu'ils pleurent la voix de leur maman. Elle porte une robe très courte, quand les mains glissent pour la première fois. Elle se tient sur les genoux de son père, elle s'étonne. Elle ne veut pas, non, mais sa mère, assise sur le canapé d'en face, sa mère hiératique ne dit rien. Alors elle se rassure. Son père l'aime vraiment beaucoup pour la caresser avec tant de tendresse. Et la honte vient de là, de cette douceur dans le geste et des sensations agréables qu'il génère. Dans l'enfance, rien n'est construit encore, vous savez. Surtout si la vie s'est déjà effondrée. Alors imaginez une autre langue, un pays inconnu, une nourriture différente, une culture aux antipodes de la vôtre et des parents qui vous gâtent vraiment. Des parents que l'on voit comme des dieux puisqu'ils vous sauvent et que seuls les dieux sauvent l'humanité. On aime peut-être comme cela ici. Et puis, où aller sinon? Dites-moi, où aller quand on n'a que 7 ans? Voilà. Donc, quelle est la naissance? Qu'est-ce qui est à l'origine d'un livre aussi difficile à écrire, difficile à porter, difficile à vendre, difficile à expliquer parfois? Eh bien, tout part de l'histoire d'une de mes amies qui s'appelle Sarah Briguet, qu'en Suisse on connaît très bien puisqu'elle a été une Miss Suisse resplendissante, et resplendissante malgré tous les drames qu'elle vivait. Donc elle a écrit un livre il y a 2 ou 3 ans qui s'appelle Miss à mort, dans lequel elle raconte la situation d'inceste qu'elle a vécue par la faute de son père. Et donc j'avais écrit un article sur le blog de mon mari, le blog de l'Index, et elle m'avait contactée, on est devenus amis. Et après ce livre, elle-même a reçu énormément de témoignages et elle ne savait pas quoi en faire parce que ces témoignages lui disaient tous: vous avez eu de la chance, tu as pu écrire ton histoire et nous, on n'a que le silence. Et donc, elle est venue me voir en me demandant est-ce que tu es d'accord d'écrire leur histoire? Et naturellement que j'ai accepté tout de suite parce que c'est un peu un contrat que j'ai passé avec moi-même chaque 10 ans de faire quelque chose parce que je pense que j'ai beaucoup reçu dans la vie et qu'à un moment donné, il faut aussi donner. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre. Et donc, avec Sarah, on s'est mis en quête d'une maison d'édition. Et là, je tiens à saluer les éditions Slatkin qui nous ont fait confiance. Et ensuite, on a cherché des témoignages.
Et puis on s'est trouvé devant un problème éthique assez fort, parce que comment est-ce qu'on choisit l'histoire qu'on va raconter? Alors nous, notre principe, c'était de dire on veut le panel le plus large possible, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des abuseurs qui sont des pères, des cousins, des frères, etc., pour montrer la diversité de ce terrible fléau qui assassine nos enfants. Et voilà, donc c'est pas du tout un choix de valeur, c'est juste un choix pour montrer quelque chose de très vaste. Et ensuite, il a bien fallu réfléchir à ce qui était le plus difficile pour nous et le plus délicat, parce qu'on ne voulait pas du tout ajouter du trauma au trauma. Comment est-ce qu'on écoute et comment est-ce qu'on entend les victimes? Et là, ça a été une véritable histoire de confiance, je crois. Elles m'ont fait confiance et je leur ai fait confiance. Et moi, j'imagine que vous connaissez tous le film de Shoah de Claude Lanzmann, où on voit les victimes qui sont écoutées en plan fixe, elles sont filmées et elles racontent en toute liberté. Alors je sais qu'il y a une petite séquence avec le coiffeur qu'ils ont dû refilmer parce qu'il y avait un problème, mais sinon, toutes les séquences sont vraiment, si vous voulez, c'est du brut, c'est la personne qui raconte exactement ce qu'elle veut. Et il me semblait que c'était la façon de respecter le plus la parole des victimes, et de ne pas brutaliser un témoignage et de pas... Voilà. Donc on les a laissés parler, on n'a posé aucune question. Elles ont pu raconter leur récit dans la chronologie qui leur convenait. Elles ont pu aller aussi loin qu'elles le désiraient. Il n'y a eu aucune intrusion de notre part. Ce que j'avais demandé, par contre, c'est qu'on m'amène une photo. Des photos de famille et naturellement aussi une photo de l'abuseur, parce que qu'on le veuille ou pas, il fait partie de l'histoire. Et donc, c'est absolument nécessaire pour que l'histoire ne flotte pas, d'avoir un cadre, de voir des vêtements, un lieu et des personnes aussi. Et donc, on est parti de là, de photos, de la liberté. Donc, les témoignages ont duré quand même de 3 à 6 heures pour un témoignage, où là, on l'a fait en 2 fois. Et donc là, j'ai posé juste une question. Moi, je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous êtes des survivants? Pourquoi est-ce que vous avez survécu et d'autres pas? Parce qu'il faut prendre en compte vraiment que ces personnes sont des survivantes, qu'elles ont plus de courage que vous tous réunis avec nos 4, et que pour se raconter, c'est encore une autre dose de courage. Et je voulais qu'elles puissent nous donner qu'est-ce qui les a aidées à tenir aussi, pour que les gens qui lisent le livre après, si certains sont aussi dans cette peine et dans cette douleur et dans cette incapacité à dire, elles puissent peut-être trouver un point d'appui et puis pouvoir s'en inspirer. Alors après, comment on écoute les victimes? Il a fallu que je réfléchisse à l'écriture, parce que ces personnes ont été tellement trahies dans leur vie qu'il ne fallait pas les trahir dans l'écoute, mais il ne fallait pas non plus les trahir dans la rédaction du livre, dans le sens où mon objectif, il est assez ambitieux depuis le début, et ça Christophe le sait, et donc je voulais absolument que le plus grand nombre puisse lire ce livre. Si vous voulez, je ne voulais pas que l'écriture soit un frein, je ne voulais pas de voyeurisme, parce qu'on sait tous à quoi ça peut ressembler un acte, on sait tous à quoi ça ressemble, on n'a pas besoin qu'on vous l'explique. Et par contre, ce qu'on avait besoin qu'on vous explique, c'est tout le parcours de vie de la victime, c'est-à-dire montrer à quel point cet acte qu'ils ont subi pendant la petite enfance va altérer ensuite tout le cours de leur existence. Donc, je n'ai rien lu pour ne pas être influencée. J'avais lu La Famiglia Grande et Sarah Briguet, mais ensuite je me suis interdit d'aller chercher d'autres livres de témoignages, parce qu'il fallait que je puisse trouver un peu ma voix. Et puis, voilà. Donc, j'ai cherché une écriture qui soit assez douce, pour vous convaincre de tourner les pages. Je sais que c'est assez difficile de lire le livre d'un coup, mais au moins qu'on arrive au bout de chaque histoire sans trop de peine. Et puis, je me suis impliquée.
moi, je ne suis pas journaliste, j'arrive pas à faire qui, quand, quoi ou comment. Moi, j'étais une éponge, leur peine est devenue la mienne, littéralement, surtout qu'ensuite je passais, si vous voulez, j'écoutais un témoignage et ensuite je passais un mois pour l'écrire. Je n'ai pas écouté toutes les personnes et ensuite j'ai écrit. J'ai vraiment essayé de me dire qu'il fallait que je reste dans une émotion, dans une histoire, que je la raconte et qu'ensuite je passe à l'autre. Donc je suis présente dans le texte avec ma colère, mes révoltes, mes interrogations, et en empathie absolue avec les victimes. Et puis, alors, un acteur majeur dans ce processus de diffusion du livre, ça a été la presse. Et c'est pour ça que je vous encourage à vous inscrire, à ne pas vous désabonner des journaux, parce qu'on a vraiment besoin de la presse. Et d'une presse sérieuse. Moi, j'ai été très soutenue par la presse. J'étais à la RTS, j'ai été sur les radios, j'ai fait des télés. Il y a eu énormément d'articles dans toute la Suisse romande. Et sans eux, sans la presse, sans les journalistes, sans cette écoute, même au Salon du Livre de Genève, on m'a donné des tables rondes, etc. Donc, une aide absolue pour porter finalement ce message de « il faut faire quelque chose ». Et donc, voilà, donc ça, c'est quand même important de souligner que quand il y a un vrai combat, on a de la chance d'avoir des journalistes qui nous suivent. Et puis après, ben, sans ce battage médiatique, c'est sûr que j'aurais eu moins d'impact si, quand je suis allée voir les conseils nationaux, là c'est là où je me rends compte que j'étais très malhonnête et que je n'ai pas présenté mes invités, c'est-à-dire Christophe Clivin, conseiller national, excusez-moi, Mireille Fournier, qui est quelqu'un qui est la collaboratrice de Jean-Philippe Lanfard au département de la formation, et enfin Mauro Loza, qui est un réalisateur. Alors moi, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais un objectif social qui était clair, c'était de sensibiliser l'opinion. Et puis j'avais un objectif politique, c'est-à-dire que je voulais absolument que la Suisse, à l'image de la France, mette sur pied quelque chose. Et c'est la même chose pour l'école. Et de ce livre sort également aussi finalement un documentaire où il y a d'autres personnes qui se sont dit, ben, on va sensibiliser autour du même thème. Voilà. Et maintenant, je me tais, j'ai assez parlé, c'est à eux. Christophe. Ben merci. Je vais... Merci. Ben, quand on fait la politique, souvent on est souvent interpellé par des gens qui ont des soucis. Alors, très souvent, c'est des soucis très, très personnels, avec un conflit avec le voisin ou sur un dossier qui ne leur convient pas. Et c'est assez rare qu'on soit vraiment interpellé sur des... Enfin, c'est rare. C'est pas juste ce que je dis, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours interpellé sur des thématiques beaucoup plus larges. Et c'est vrai que là, Béatrice a fait un gros travail justement pour, de manière... par des contacts bilatéraux, mais aussi par des rencontres. On a essayé de mettre ensemble l'ensemble de la délégation romande au Conseil national pour que justement, en rebondissant un petit peu sur son livre, on porte aussi ce dossier au niveau national. Et c'est vrai que ça fait à peu près il y a une année qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et puis, suite à ça, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a différentes interventions politiques qui ont été déposées à Berne. Peut-être en ce qui me concerne aussi, ma perception aussi de ce dossier vraiment qui est difficile, c'est vrai que moi, je ne voyais pas du tout l'ampleur du problème. Respectivement, je voyais assez ça comme quelques cas individuels un petit peu malheureux. Et puis c'est vrai que j'ai mis à profit la pause de fin d'année l'année passée pour lire à la fois le livre de Sarah Briguet, Miss à mort, mais aussi ces gens-là. Et c'est vrai que ça m'a vraiment permis aussi de comprendre quelque chose qui était peut-être pas évident pour moi, qui est vraiment la douleur et le fait que les gens qui subissent l'inceste, en fait, vont vraiment toute leur vie devoir porter un fardeau qui est extrêmement lourd, extrêmement difficile. Et c'est vrai que les témoignages, soit de Sarah, soit qui sont dans ces gens-là, font vraiment ressortir le fait qu'en fait, c'est quelque chose en fait, qui va vous atteindre toute votre vie, que vous allez pouvoir vous reconstruire plus ou moins partiellement, mais que c'est extrêmement difficile vraiment de s'en sortir. Et c'est notamment ça, mais aussi évidemment les
des encouragements à ce qu'on bouge, Très vif. qui ont fait voilà, qu'on a posé quelques jalons. J'ai aussi eu l'occasion ce printemps de participer à un infrarouge aussi sur cette question-là de l'inceste, où il y avait Sarah Breguet notamment qui était là, mais aussi Sarah Marcuse, peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler, qui a fait cette année une pièce de théâtre en fait, où elle raconte son parcours, elle-même a été abusée. Et c'est vrai que voilà, elle a fait aussi ressortir des éléments aussi, je ne sais pas si c'est le bon mot, une certaine douceur de l'inceste, parce qu'elle-même parlait que sa tête disait non, mais que son corps disait oui, donc elle parle des orgasmes qu'elle avait quand elle était abusée. Et c'est vrai qu'en fait, il y a un côté, quand on entend dire certains témoignages aussi, justement, un petit peu de douceur, parce qu'on est avec des personnes aussi qui sont les personnes auxquelles on fait plus confiance, qu'on aime souvent le plus, et en fait, c'est une image peut-être un petit peu différente de ce qu'on peut avoir du viol, en guillemets, plus classique, où on voit qui est plus représenté dans les médias, où on a quelque chose de relativement violent. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai perçu à travers à la fois les témoignages et puis aussi en rencontrant notamment Sarah Marcuse. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire au niveau politique? Alors, alors si on va regarder dans l'historique, il y a plusieurs interventions au cours du temps sur l'inceste au Palais fédéral, mais notamment sur les enjeux plutôt du code pénal, notamment est-ce qu'il faudrait renforcer les peines. Est-ce qu'il faudrait aussi justement faire en sorte qu'il n'y ait plus de prescriptibilité de ces cas? Donc c'est des fois des interventions qui ont été faites il y a 10 ou 15 ans en arrière. Et c'est vrai que suite à l'impulsion et à la rencontre qu'on a pu avoir avec Béatrice, il y a notamment Jean-Luc Ador qui en décembre de l'année passée a déposé une interpellation qui demandait justement au Conseil fédéral si finalement combien il y avait de condamnations pour inceste en Suisse, respectivement, est-ce qu'il ne faudrait pas durcir un petit peu les peines qui sont attribuées. Et c'est vrai que ça a notamment permis de faire ressortir qu'il y a extrêmement peu. Entre 2013 et 2022, donc sur 10 ans, il y a eu 51 jugements pour inceste en application de l'article 213 du Code pénal. Donc on est probablement très 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 loin de la réalité de ces cas. C'est vrai que on voit qu'il y a un décalage entre justement probablement le nombre de victimes en Suisse et puis le nombre de jugements qui sont là. Et puis ce que moi j'ai appris, moi je ne suis pas juriste, mais c'est effectivement que dans le Code pénal, c'est dans le chapitre des crimes et des délits contre la famille, en fait, donc l'inceste est encore vu comme un enjeu, un crime contre la famille, entre guillemets, un petit peu idéale, et pas, entre guillemets, au même niveau qu'un abus sexuel, entre guillemets, sur une personne. Et donc, il y a aussi certainement des réflexions à avoir sur cet aspect-là au niveau juridique. Alors peut-être pour vous expliquer, parce que je vais vous parler de postulat d'interpellation. Donc une interpellation, en fait, quand on dépose une interpellation au Conseil national ou au Conseil des États, en fait, on interpelle le Conseil fédéral avec une série de questions, et puis il donne une réponse. Formellement, au niveau du Conseil national, lorsqu'on a une interpellation, on peut dire qu'on est peu ou pas satisfait avec la réponse du Conseil fédéral et qu'on demande une discussion en plénum. De facto, elle n'a jamais lieu au niveau du Conseil national parce qu'en fait, on n'a pas le temps. Du coup, ça reste pendant 2 ans, puis après 2 ans, c'est éliminé. Conseil des États, c'est différent, ils ont un peu plus de temps que nous, respectivement, ils sont peut-être moins bavards. Donc eux, ils traitent, ils discutent même quand c'est une interpellation. Si vous voulez, l'interpellation, on pose une question, mais il n'y a pas nécessairement de suite, en fait, en termes d'action politique. Je vais vous parler d'un postulat. Un postulat, s'il est accepté, lui, il va demander effectivement que le Conseil fédéral il agisse, il fasse au minimum une étude, un rapport avec des propositions. Et puis, on peut aussi imaginer avoir une motion qui là demande vraiment une modification des bases légales et une action concrète de la part du Conseil fédéral. Alors le postulat, moi en mars 2024, j'ai déposé un postulat qui demande justement de faire un rapport sur la situation de l'inceste en Suisse. J'ai mis 3 points en avant. Le premier, c'est d'avoir une enquête nationale approfondie pour évaluer la prévalence de l'inceste en Suisse. Ça se basait notamment aussi sur ce qui a été fait en France, ce rapport Civise, qui a justement mis en évidence que c'était un phénomène largement sous-estimé et que c'est les chiffres qu'a évoqué tout à l'heure Béatrice. Donc c'est 140 000 personnes supplémentaires par année qui seraient victimes d'inceste, avec justement un enjeu aussi qu'ils ont dû relever et qu'il faudra relever ensuite, c'est comment on fait en sorte que ces témoignages ils arrivent, comment on fait en sorte que les gens ils aient confiance suffisamment pour oser effectivement raconter leur histoire. Et là, il y a des dispositifs aussi à faire pour qu'on puisse avoir des arènes de discussion ou recueillir en fait ces témoignages.
Un deuxième point du postulat, c'est d'avoir une étude comparative avec d'autres ordres juridiques, comme notamment, j'ai mentionné l'exemple de l'Allemagne et l'Autriche, parce qu'ils ont aussi mis en place des mesures assez efficaces pour lutter contre l'inceste. L'idée, c'est évidemment d'identifier des meilleures pratiques qui existent à l'étranger pour qu'on puisse aussi ensuite les adapter au cas suisse. Et puis le troisième point, c'est qu'en se basant justement sur cette enquête approfondie et avec cette comparaison, si on veut, avec d'autres pays, qu'on puisse avoir des recommandations pour justement améliorer la prévention de l'inceste en Suisse, mettre en place des stratégies efficaces de détection, je pense que c'est un peu l'objectif final, pour augmenter justement le taux de signalement et de poursuite des cas, et puis d'offrir de manière générale un meilleur soutien aux victimes. Alors ce postulat, en fait, il a été co-signé par 109 élus sur 200. Alors ceux qui n'ont pas signé, c'est pas qu'ils ne sont pas d'accord avec le postulat, c'est que je n'ai pas eu le temps non plus d'aller faire le tour des 200 personnes. Depuis peu, au Parlement, on a la possibilité de demander via un formulaire électronique à l'ensemble, si on veut, des membres du Conseil national de co-signer. Moi, j'ai préféré aller voir les gens un à un parce que je pense que c'était important de pouvoir en parler, discuter, pour que justement ils prennent conscience. Et voilà, je l'ai fait signer plus de 100. Et puis ensuite, un certain nombre d'autres, je les ai contactés uniquement par email. Tout le monde n'a pas répondu, mais aussi parce que dans les derniers jours de session, en fait, on reçoit des dizaines et des dizaines d'emails de demander de co-signer des interventions et que tout le monde n'a pas eu le temps, en fait, simplement de répondre, puisqu'on doit obligatoirement déposer encore ces interventions parlementaires pendant la session. On ne peut pas le faire hors des 3 semaines de session que nous avons tous les 4 ans. Donc le Conseil fédéral qui répond justement, pour donner son avis sur un postulat, il a proposé effectivement d'accepter le postulat, et ça a été fait formellement le dernier jour de la session de juin, le 14 juin 2024, puisque lorsque le Conseil fédéral propose l'acceptation d'un postulat, si aucun autre élu du Conseil national s'oppose à cette décision, il est accepté, si on veut, tacitement, donc il n'y a pas eu de discussion ou de débat, il a été accepté. Peut-être en lien aussi, et ça fait partie aussi justement des actions qui ont été mises par la délégation valaisanne, on a aussi eu à la session de juin l'acceptation d'un postulat qui a été déposé par Siné Camerzin, qui s'appelle « Étendre le champ d'études concernant les abus sexuels sur mineurs », qui vise justement à avoir un rapport sur les cas d'abus sexuels sur mineurs dans toutes les structures de socialisation, et penser aux écoles, aux clubs de sport, aux associations culturelles et artistiques, etc., pour justement faire des recommandations qui sont nécessaires à la lutte contre ces violences. Et puis, dans la foulée, c'est aussi un dossier qui avait été pris avant. L'année passée, il y a 6 femmes parlementaires de tous les partis sauf de l'UDC qui avaient déposé un postulat qui s'appelait « Abus sexuels dans les structures d'accompagnement des personnes vulnérables en Suisse ». C'était une motion en l'occurrence. Donc une motion, c'est aussi beaucoup plus contraignant. Ça oblige vraiment à prendre des actions de la part de la Confédération. Et finalement, cette motion a été transformée en un postulat qui a été déposé, je m'excuse, c'est un peu compliqué, mais par la commission juridique, qui demande effectivement qu'on ait un rapport sur ces abus sexuels dans toutes ces structures d'accompagnement, dans les milieux scolaires, dans les milieux sportifs, etc. Et en fait, le Conseil fédéral a proposé d'accepter aussi ce postulat, et il a aussi annoncé que probablement il fera un seul rapport où il va traiter à la fois de ces enjeux d'abus sexuels, de ces structures, mais aussi sur justement les questions d'inceste. Ce qui est aussi peut-être important à savoir, c'est qu'il y a une question qui se pose toujours sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. C'est pour ça, par exemple, que le Conseil fédéral s'opposait aux différentes motions qui avaient été déposées pour qu'il y ait vraiment ce rapport d'abus sexuels sur ces structures justement d'accompagnement des jeunes, que ce soit le milieu scolaire, les écoles, en disant que ce sont les cantons qui sont responsables par exemple de l'éducation, qui sont responsables de tout ce qui est lié aux églises ou aux associations sportives, et que ce n'est pas de la compétence de la Confédération d'imposer, si on veut, des mesures dans ce domaine-là. On peut toujours discuter à partir du quand justement on doit avoir quand même une action et des compétences au niveau national. Mais c'est un enjeu qui se pose toujours quand on parle de différents dossiers à Berne, de savoir, même si on est d'accord sur le fond, est-ce que c'est vraiment la Confédération ou est-ce que c'est au canton d'agir et d'évoluer. Maintenant, peut-être encore un point, on attend effectivement le rapport qui va être fait suite au postulat que j'avais déposé, qui a été accepté. Ça prend souvent pas mal de temps, on parle d'années, pas de mois au niveau de la Confédération, puisqu'elle va devoir mettre les moyens aussi à disposition pour réaliser cette étude. Et je compte sur un délai de 2 ans
On va de toute façon déjà dans 6 mois remettre un peu la compresse pour savoir où ils en sont, s'ils ont pu avancer. Mais en tout cas, d'après le dernier débat qui a eu en septembre, justement, c'est cette motion, ce postulat pardon, de la commission juridique sur les abus sexuels de manière générale. La conseillère fédérale Baumschneider a vraiment insisté sur le fait que c'était vraiment un dossier hyper important pour que justement qu'elle voulait faire avancer, et on espère effectivement qu'elle va mettre les moyens pour qu'on puisse avoir un rapport, puis surtout des mesures qui ensuite pourront être mises en œuvre. Peut-être un aspect encore sur un enjeu effectivement qui ressort aussi, ou qui pourrait ressortir de ces discussions, c'est que c'est vrai que depuis que j'ai aussi déposé ce postulat, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui sont actives dans ce secteur en Suisse, et qui mettent le doigt sur quelque chose qui, moi, m'interroge beaucoup. Alors, je n'ai pas encore de réponse définitive là-dessus, mais sur ce côté systémique ou structurel de l'inceste, comme vraiment un rapport de pouvoir et de domination sur l'autre, mais aussi plus généralement dans la société, avec un questionnement. Plusieurs personnes me disent qu'il y a aussi, en tout cas, un certain nombre de personnes qui sont bien placées dans la société, mais qui n'ont pas envie qu'on en fasse un sujet politique parce qu'eux-mêmes sont des abuseurs. C'est vrai que je mets encore un point d'interrogation, mais c'est quelque chose, effectivement, qu'on a aussi eu des discussions qu'on a pu entendre en France, par exemple. C'est aussi quelque chose qui doit rester dans le radar et qui doit aussi être discuté dans le cadre des suites qui sont données à ce postulat. Puis dernier point peut-être, c'est effectivement de l'importance de la visibilité de cette thématique. Je pense que voilà, il y a déjà pas seulement de choses, il y a aussi l'enjeu de faire sortir cette visibilité, pas seulement peut-être en Suisse romande, mais que ça passe la barrière des langues, et ça soit aussi, que ça soit en Suisse allemande ou au Tessin, une discussion qui vienne sur la place publique pour effectivement qu'on ait aussi des témoignages qui sortent, que les gens s'intéressent à cette thématique, comprennent que c'est pas juste quelques cas individuels isolés, mais que c'est un vrai enjeu de société. Et à ce titre-là, je tiens à te remercier aussi pour de m'avoir contacté, de nous avoir contacté les conseillers nationaux et de nous avoir convaincus finalement d'interroger et de participer à essayer d'apporter notre pierre à ça. On compte sur toi pour surveiller ça très près. On va le faire. Et puis moi, ça m'a aussi fait beaucoup de bien parce que je suis surtout actif sur des enjeux écologiques où, alors des fois c'est à la fois plus difficile d'avoir des majorités ou des gens qui vous soutiennent, parce que c'est vrai que l'inceste, politiquement en tout cas, j'ai personne qui m'a dit non, je trouve que c'est une bonne chose l'inceste, voilà. Et puis c'est vrai que on travaille aussi des fois dans l'environnement, même si in fine c'est pour le bien-être des gens, on travaille pas sur toujours très long terme, mais là on travaille effectivement sur des destins qui sont difficiles, et on est content de pouvoir apporter sa petite pierre. Merci Christophe. Et maintenant, Madame Fournier, qui vient du département de la formation, à qui j'ai rendu une petite visite il y a quelques semaines, mais je vais la laisser parler. Merci beaucoup Béatrice. Bonsoir à tout le monde. À la fin des années 1980 ou au début des années 1990, je ne me rappelle plus très bien, dans l'école où j'étais comme élève, il y a un papa de 2 filles qui est allé en prison puisqu'il avait commis l'inceste sur ses 2 filles, dont j'étais relativement proche. Et puis j'ai dit à ma maman, mais comment je vais faire pour les aider? Et puis je me suis dit à moi-même, est-ce que leur vie, elles vont être complètement bousillées, ou est-ce que c'est possible quand même de vivre avec ça? Alors, ma maman m'avait fait une réponse assez sensée, continue d'être amie avec elle, écoute-la. Voilà, c'est déjà pas grand, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. Puis quand on a 10-12 ans, là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et puis maintenant, on est en 2024, et puis effectivement, Béatrice nous a rendu cette visite au service d'enseignement. Et puis je me dis que là, j'ai peut-être l'occasion de faire quelque chose en hommage à toutes celles et ceux qui sont comme ces 2 petites filles que j'ai connues il y a longtemps. Je connais toujours d'ailleurs. Tout ça pour vous dire que, évidemment, c'est absolument nécessaire que le service de l'enseignement prenne en compte ces thématiques, mais je dirais, il les prend déjà en compte, mais surtout nécessaire, si on peut améliorer, si on peut faire mieux, si on peut faire différemment,
eh ben, évidemment que je serai la première heureuse à porter ce genre de projet. Ces 3 dernières années, mon cheval de bataille, ça a été la lutte contre le harcèlement entre élèves en milieu scolaire. Et je crois qu'on a pu développer de nombreux outils et former beaucoup d'écoles à ces outils. Je fais un parallèle avec ça parce que c'est aussi un phénomène qui détruit des vies. Et puis c'est aussi un phénomène où on sait que pour 2-3 cas qui sont signalés, ben, finalement il y a tout le fond de l'iceberg qu'on ne voit pas. Donc tout ce travail nécessaire au niveau de la détection de ce genre de situation. Et aussi évidemment l'accueil de la parole des personnes qui en sont victimes. Alors ce qui existe déjà dans les écoles, vous connaissez peut-être certaines choses, pas tout, mais évidemment qu'il y a l'éducation à la santé sexuelle à l'école, qui se fait dans les années primaires. Je vais parler en primaire, vu l'âge du public, parce que sinon je vais faire la conversion en année Armos, un effort mental incommensurable. Donc il y a en 2e enfantine, il y a en 2e primaire, 4e primaire, 6e primaire. Donc les années paires, une année sur 2 à l'école primaire, cette éducation à la santé sexuelle. Il y a durant les 3 ans du cycle d'orientation, et il y a également des interventions au secondaire 2, général et professionnel. Il y a des interventions qui relèvent d'un programme cantonal, mais c'est toujours aussi possible pour les écoles de demander une intervention complémentaire. Ben, typiquement, je donne un exemple, n'importe quoi, un élève dans une classe est en transition, par exemple, de genre, et puis peut-être qu'il y a des trucs à expliquer aux camarades, etc., aux professeurs, ben là, ils peuvent tout à fait contacter le centre CIP, par exemple, pour une ou plusieurs interventions complémentaires pour pouvoir aider à la compréhension de cette thématique et à l'accompagnement de l'élève en question. Alors, les objectifs, et depuis tout petit, je suis maman de 2 ados, donc j'ai vu ça d'assez près, c'est encore assez récent dans mon souvenir, mais déjà depuis tout petit, c'est savoir ce qu'est un comportement qui est inapproprié et puis comment réagir. Pour les enfants qui sont en 2e enfantine, dans le programme des centres CIP, il y a toute une sensibilisation à travers une histoire des bonhommes en pain d'épices, par exemple, pour expliquer mon corps m'appartient. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis bien sûr que ils ne font pas que ça en 2e enfantine, hein, c'est repris lors des interventions suivantes. Un autre aspect que je trouve intéressant, c'est qu'on demande aux élèves d'identifier une ou plusieurs personnes de confiance. Parce que c'est pas évident de parler. Alors ça peut être quelqu'un à l'école, ça peut être un parrain, ça peut être une marraine. J'ai eu l'occasion d'aller voir ce genre de cours, et puis c'était assez chouette d'entendre des réponses. Mais est-ce qu'on peut parler à un copain? Oui, mais est-ce que ton copain, il pourra t'aider si vraiment tu as un souci, où tu devras aller plus loin, dans l'idée, définir des personnes adultes de confiance dans l'entourage qui peuvent aider. Il y a aussi l'objectif d'être que les élèves soient informés sur leurs droits et devoirs en matière d'intégrité sexuelle, et puis aussi connaître la notion de consentement, donc savoir dire non, mais aussi respecter le non de quelqu'un. Et puis là, des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on leur distribue différents matériels, mais par exemple, il y a des cartes où c'est non, nine, no, c'est une association qui fait ça, c'est juste pour donner un exemple. Ce qu'on a aussi comme canal intéressant dans les écoles, c'est que toutes les écoles sont dotées de médiateurs scolaires en secondaire 1 et 2 depuis déjà 1985. Donc au début, ça a commencé, c'était parce qu'il fallait informer puis aider quand il y avait des problèmes avec la drogue. Donc on voit que ça a bien évolué depuis. En 2015, on a commencé à développer la médiation dans les écoles primaires. Et puis maintenant, on a un peu plus de 500 médiateurs formés dans les écoles en Valais. Toutes les écoles obligatoires, secondaires de général et professionnelles, ont un médiateur. Pour être médiateur, c'est quand même 2 ans de formation, donc c'est pas rien du tout. Et puis ce qui est surtout intéressant, c'est qu'il peut vraiment
orienter, c'est vraiment une personne ressource, que ce soit pour les élèves, les parents, les enseignants, ils peuvent orienter la personne qui demande vers les bons interlocuteurs parce que ce sont d'excellents connaisseurs du réseau de professionnels qui existent. Ils peuvent aussi organiser et porter des projets en organisant des journées santé. Ce serait typiquement dans ce genre de journée santé que cette thématique pourrait figurer. Et on a aussi renforcé les heures de médiation depuis l'année scolaire 23-24, donc celle juste avant. Comme avec l'évolution de notre monde, il y a aussi tous les aspects liés à Internet, au numérique, au cyber, etc., qui sont arrivés par là-dessus. On a une stratégie cantonale par rapport à ces éléments-là, stratégie numérique pour un usage numérique sain et approprié. Et dans le cadre de ce programme-là, qui est porté en partie par Promotion Santé Valais, on travaille aussi avec une association qui s'appelle Déclic. Eh bien, on a aussi toute une sensibilisation, mais que ce soit pour les parents aussi. Les parents sont des fois un peu démunis face aux compétences numériques de leurs enfants. Mais il y a des ateliers pour les parents, il y a des ateliers pour les écoles, pour bien comprendre quand on parle de cyberharcèlement, quand on parle de sexting, ce genre de choses-là, et pour informer. Après, on a d'autres choses, mais il y a 2 ans, j'avais trouvé cette initiative assez extraordinaire. C'est le ministère public du canton du Valais qui a organisé ça, une journée une journée colloque au sujet de la maltraitance infantile. Et ça réunissait donc le monde des écoles, le monde médical, le service cantonal de la jeunesse pour tout ce qui est institutions, foyers, etc. Les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant. Et puis l'objet de ce premier colloque, c'était vraiment de reposer, reclarifier et réexpliquer toutes les procédures de soit signalement aux APEA, soit dénonciation au ministère public, pour toutes ces personnes qui ont affaire avec des jeunes au quotidien, et pour bien expliquer les choses et bien insister sur le mot devoir de signalement, parce que combien, c'est pas facile, mais il y a des médecins qui disaient, ben voilà, c'est hyper dur de le faire, on sait qu'on doit le faire, mais il y a toujours l'idée de vouloir protéger un peu le lien thérapeutique en disant, ouais, mais si je dénonce cette famille, ils n'auront plus confiance en moi, ben, c'est la même chose pour un directeur d'école qui va se dire, ben, ah mon Dieu, mais alors si je dénonce ou je signale, puis j'ai encore 2 ou 3 autres enfants de cette famille, et puis c'était pour dire, hé les gars, c'est votre devoir, vous êtes obligés, parce que sinon c'est vous qui êtes punissable. Et c'était très très intéressant, puis là, on a refait cette journée l'année passée. Cette fois-ci, c'était plus pour clarifier les procédures, etc., c'était travailler sur des situations en atelier, des situations du monde médical et des situations du monde de l'école. Mais là, c'est vraiment un canal assez intéressant aussi. Pour nous, après, on peut diffuser dans les écoles ce qu'on a fait, rappeler aux directions d'école ce qu'ils doivent faire, etc. Puis on a différentes pistes aussi, enfin vous voyez qu'on a quand même différents canaux assez intéressants, puis c'est vrai que on a les enfants 7 périodes par jour, donc c'est long, ils passent du temps à l'école, donc on voit beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sortent, etc. Mais une des pistes, ce serait de bien voir comment est abordée la thématique de l'inceste et aussi la thématique des violences familiales dans les cours de formation initiale des enseignants au niveau de l'éthique professionnelle, par exemple. Après, ce qui nous semble essentiel, c'est d'améliorer la détection des victimes, comme on le fait pour le harcèlement, en disant, voilà, un enfant qui a mal au ventre, mal à la tête, qui ne veut pas s'habiller, qui ne veut plus venir à l'école, qui traîne après l'école pour pouvoir rentrer avec les autres, ça soulève des questions. Si en plus il y a une baisse de notes ou du décrochage scolaire, voilà, le combo complet. Mais enfin, de pouvoir justement développer après des instruments pour mieux détecter, et puis aussi sur le comment accueillir la parole, et puis bien être clair de qui fait quoi après. Mais en tout cas, on se réjouit de poursuivre cette collaboration et cette discussion. Puis encore une fois, au nom de mon chef Jean-Philippe Lonfa, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mes remerciements, et puis bravo aussi pour cet ouvrage courageux. Merci.
parfois que des fois, si l'école, c'est un lieu où il peut avoir des problèmes pour une raison X ou Y, entre élèves, etc. Mais à mon sens, en tout cas, l'école, c'est toujours la solution. Et dans ce cas précis de l'inceste, le maître, l'école, c'est vraiment le lieu où la parole de l'enfant, à mon sens, pourra... après, effectivement, c'est toute une réflexion à mener de savoir comment, mais c'est le lieu par excellence de confiance où on peut espérer sauver quelques enfants. Et donc, on va terminer cette lignée comme ça de personnes avec Mauro Loza, qui est un réalisateur qui a réalisé des films de fiction au début de sa carrière, et puis ensuite qui a travaillé très longtemps avec la RTS pour faire des documentaires très engagés, parce que quand même, au mois de février, il rentre de Gaza, où il a fait un reportage sur la Palestine. Donc c'est quelqu'un qui a les épaules fortes pour s'emparer de ce sujet-là. Et avant de lui donner la parole, je veux juste expliquer qu'en fait, moi, j'ai été contactée par un producteur qui s'est intéressé au livre parce que la thématique l'a touché, et qu'ensuite, il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver un réalisateur parce que les gens, en fait, ont peur du sujet. Le tabou est tellement fort que se confronter à un sujet comme ça ne vous laisse pas indemne. Vous ne sortez pas intact de cette expérience-là, et beaucoup de gens se sont désistés. Mais grâce à un ami commun que j'ai rencontré sur un salon du livre à Neuchâtel, à qui j'expliquais, mais tu te rends compte, on n'arrive pas à trouver de réalisateur, et il me dit, Mauro, lui, il va y aller, c'est mon meilleur ami, je vais lui offrir ton livre, tu verras. Et Mauro est là. Voilà. Donc, accueillons Mauro. Pour l'instant, rien n'a été fait pour l'instant. Donc voilà, grosse pression. Voilà, comme elle dit si bien, c'est à travers un ami que j'ai pu découvrir ce livre. Comme beaucoup de gens, j'imagine, quand j'ai dit sur quel thème, il me dit sur l'inceste, ma première réaction c'était, voilà, je pense que c'est une réaction que beaucoup de gens ont, parce que finalement il y a une désinformation, une mauvaise information sur l'inceste qui est assez généralisée. Et je me suis dit, bon, je vais lire l'ouvrage. J'ai été très frappé par la qualité littéraire du livre, la finesse avec laquelle il décrivait chaque témoignage. Il y a 8 témoignages dans le livre. Elle arrive à faire c'est pas mon sponsor, hein, je suis pas payé pour tout ça. Non, elle arrive à prendre à chaque fois un angle différent dans la narration de l'histoire, ce qui n'est pas facile, hein, parce que c'est des histoires ultra lourdes à chaque fois. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut adapter ça? Bon, déjà, j'étais très touché par le résultat, par le sujet. J'ai commencé à me documenter, disons le travail habituel d'un documentariste, c'est de se documenter. Et donc, il y a d'autres livres comme celui de Dorothée Bussy, qui est une anthropologue française qui a étudié tout le phénomène sous l'angle de l'anthropologie, ce qui lui a permis, c'est un travail qui a duré 5 ans, hein, donc d'analyser la thématique de l'inceste d'un point de vue historique, social, sociétal. Et elle a passé du temps avec une trentaine d'incesteurs en prison, etc. Donc, bref. Et elle a fait un document assez complet là-dessus. Donc j'ai commencé à me documenter et je me suis dit, mais comment on va pouvoir adapter un livre qui raconte des histoires aussi crues, aussi brutales, quoi, avec des répercussions aussi longues, parce que c'est des traumatismes à vie pour les personnes victimes de l'inceste. Comment est-ce qu'on peut raconter un viol continu qui dure des années, qui se fait on va dire, entre guillemets, le cocon familial, où la famille devient non pas le refuge, mais la zone la plus dangereuse pour ces personnes qui soient. Parce qu'il faut toujours voir que c'est dans l'univers de confiance qu'a lieu l'agression. Et c'est une agression progressive, répétée, réitérée, etc. Avec en plus l'utilisation de l'enfant comme un complice, dans le sens où l'agresseur, dans beaucoup de cas, lui intime le silence, lui intime de ne rien révéler, le rend quelque part responsable, entre guillemets, de l'agression qu'il a subie. Enfin voilà, c'est une psychologie très complexe, autant celle de l'agresseur. Et je me dis, comment est-ce qu'on va pouvoir adapter ça? Alors voilà, la grande difficulté de faire un film là-dessus, c'est déjà, est-ce qu'on reste dans le documentaire pur? Ça veut dire, on trouve difficilement des témoins
on crée un lien de confiance avec eux nécessaire qui peut durer des mois jusqu'à ce que finalement ils livrent leur histoire. Et qu'est-ce que ça va donner au niveau du public? Si les gens, déjà, ont un a priori, disons, négatif sur la thématique, parce que c'est une thématique ultra lourde qui concerne tout le monde et que personne ne veut voir, il va falloir trouver un ton un peu différent, il va falloir trouver une approche différente, qui ne soit pas trop métaphorique, ni trop, comment dire, lisse, mais qui ne soit pas non plus trop brutale, comme peut être le documentaire parfois. Donc voilà, c'est dans ces pensées-là que je suis actuellement, comment trouver le bon ton. Je pense que l'intelligence artificielle, avec la génération d'images, va m'aider aussi à raconter les histoires. Et puis avec Béatrice, on se pose la question d'utiliser la narration qu'elle a fait littéraire comme introduction à la partie documentaire. C'est-à-dire qu'on ne racontera pas le traumatisme de la personne, l'histoire de la personne, ce sera l'aspect littéraire qu'il racontera, mais par la suite, on partira dans une discussion sur la thématique, sur ce qu'elle implique, sur le traumatisme qu'elle implique pour cette personne, où effectivement la personne parlera des effets de ce crime-là. Et après, l'idée, c'est aussi d'interviewer évidemment des anthropologues, des gens, tous les gens qui sont concernés par la thématique, l'aspect judiciaire aussi. On voit qu'en Suisse, on a une loi qui est complètement obsolète, où la peine maximale est de 3 ans. La plupart des cas qui ont été jugés, comme disait Christophe, il y a eu 6 jugements l'année dernière. Si on parle de 20 000 enfants par année, donc, je veux dire, il y a une urgence à vraiment bousculer un peu cette problématique-là. Et la première des choses, c'est comment briser ce silence. Alors, voilà, ça, c'est la grande question, parce que le silence, il est collectif, c'est le silence des victimes déjà, c'est le silence des victimaires, des agresseurs, mais il y a un silence plus ou moins complice au niveau social qui est très difficile à briser. Donc voilà, on essaie par des œuvres littéraires, on essaie par un film. Et ce qu'on aimerait, si on arrive à faire ce projet, c'est aussi avoir une déclinaison plus film, disons, didactique, pour pouvoir appuyer les différentes initiatives qui se font au niveau de l'instruction publique, la détection, parce qu'on parle beaucoup de prévalence de l'inceste, c'est évidemment très compliqué de rentrer dans la réalité des faits, quoi. Je veux dire, des commissions comme la CIVIS ont mis 3 ans à pouvoir plus ou moins cibler vraiment la réalité sur le terrain. Ils ont auditionné quand même 38 000 victimes de violences domestiques, d'abus sexuels mineurs, et ils sont arrivés plus ou moins à ces conclusions. Mais ça veut dire que entre ce qu'on pense et la réalité, il y a un abîme total. Et donc là, un film, effectivement, peut... Mais je ne pense pas qu'il faut parler ni de fiction, ni de documentaire. Il faut naviguer entre les atouts que peut représenter chaque standard pour finalement quoi? Finalement sensibiliser les gens, sensibiliser le public en général, et que la question brise le silence, et qu'on puisse en discuter, et qu'on puisse trouver une solution, parce que c'est un problème de santé publique. 20 000 enfants par année, c'est plus un problème de morale, c'est plus un problème de criminologie, c'est un problème de santé publique qui affecte toute notre société. Et voilà, et l'avenir de notre société surtout. Ben voilà. Merci beaucoup.